Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Emmanuel Ouellette pour nous parler de son histoire complètement incroyable. Étant jeune, Emmanuel était dans la vente de drogue et a commis un meurtre pour lequel il va être sentencé à plus de 25 ans de prison. Là-dessus, il va faire 18 ans en prison et c'est là-bas qu'il va faire la rencontre de Dieu. Ça va complètement changer sa vie. Et maintenant, sorti de prison, il a vraiment voué sa vie entière à sa religion. Il a même lancé un podcast aussi dernièrement. Une histoire assez incroyable, vous allez voir. Si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et compagnie. Merci beaucoup pour votre support, la gang. Bon épisode. Petite pause à l'épisode du podcast Ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Ce n'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je ne sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous ne voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Emmanuel, au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Collègue podcaster, toi aussi, un habitué des podcasts. Oui. Ça n'a pas toujours été ainsi. Par contre, on va en jaser aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses. Sujet un peu plus intense que mes habitudes. Je pense qu'on va quand même aller dans des sujets assez dark, assez intenses. Mais avant qu'on aille tout là, j'ai envie de te ramener comme aussi loin que ta jeunesse. J'ai envie de comprendre un petit peu d'où tu viens à la base. C'était quoi la dynamique familiale? T'étais qui, Emmanuel, étant un enfant à la base? Je pense que j'étais un enfant très sensible dans des circonstances très difficiles. OK. Fait que je pense que ce serait la bonne façon de le décrire. Puis le résultat de ça, c'est que rapidement, je me suis comme désensibilisé. Fait que je suis le fils unique d'une mère monoparentale. Mon père n'est pas là, puis ma mère, elle a beaucoup de difficultés. Que ce soit au niveau émotif, consommation de drogue. C'est difficile à la maison. Beaucoup de déménagements, fait que beaucoup de précarité, beaucoup d'instabilité. Moi, je prends ça pour acquis. Je pense que j'ai eu peut-être 13-14 ans la première fois que j'ai compris que c'est pas tout le monde qui vivait ça, mettons. C'est pas normal, mettons. Ouais. OK. Fait que je pense que ça me façonne rapidement dans la vie. T'as-tu des frères et sœurs? Aucun frère, aucun enfant sœur. unique, ça, tu Enfant unique, ouais. Enfant unique avec une mère comme ça. Fait que ça fait en sorte que la dynamique est très fusionnelle. OK. Puis il n'y a jamais de point de référence. OK. En vieillissant, j'en suis venu à me poser la question, à dire comme... si j'avais eu l'opportunité d'avoir un frère ou une soeur, puis dire, hey, maman est en train de capoter, là, right? Tu sais, oui, elle capote. Sauf que là, c'était elle mon seul point de référence. Puis là, je disais, maman, je pense que t'exagères un petit peu. Puis elle disait, non, j'exagère pas, va-t'en dans ta chambre. Fait que c'est comme, ah, OK, d'abord. Okay. Fait que c'est difficile de mettre les trucs en perspective. OK. Puis là, je pense que tu disais à Christine, justement, qu'à l'adolescence, tu as comme commencé à plonger dans un univers un petit peu plus dangereux. Qu'est-ce que tu veux dire peut-être par dangereux? Je pense pas que moi, je le percevais comme dangereux. Fait que je trouve ça drôle que tu le nommes comme ça. Pour moi, c'était juste une opportunité de faire de l'argent. Fait que j'identifie rapidement mes problèmes au fait qu'on n'a pas d'argent. Okay. Ce mal-être que je vis, ce sentiment de jamais être assez, les insécurités, tout ça, je le focus strictement sur l'argent. Je me dis que si on était riche, si j'étais riche, tout irait bien puis j'aurais jamais de problème, dans le fond. Puis j'ai pas de repères moraux. Ma mère consomme. Fait que toutes ces choses-là me semblent normales. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Tu sais, je me souviens, très jeune, là, j'ai peut-être probablement 10 ans ou moins. Okay. Puis on est à l'épicerie avec ma mère, puis je voulais du fromage, tu sais. Fait que là, comme un enfant qui suit sa mère, maman, je veux... Bon. Puis on arrive à la caisse, puis quand elle sort les trucs du panier, il n'y a pas de fromage. Okay. Puis là, je dis, maman, il n'y a pas de fromage. Puis là, elle dit, là, arrête, tu sais. Puis on sort de l'épicerie, on s'assoit dans l'auto, puis elle sort le fromage d'en dessous de son chandail, tu sais. Donc, l'idée de voler, l'idée de la drogue, ces choses-là,
me semble pas problématique comme tel. Fait que quand j'ai des opportunités de voler, ça m'arrive de le faire. OK. Puis quand on m'offre l'opportunité ou quand je découvre l'opportunité de vendre de la drogue, parce que j'ai eu la chance, j'avais des bonnes notes à l'école, je performais bien académiquement, ma mère m'a trouvé une bourse. OK. Fait que je me suis retrouvé dans une école privée au pensionnat, secondaire 1 et 2. Je me suis fait mettre dehors parce que j'avais fait une fraude avec le système d'autobus. OK. Ouais, mais c'est ça, j'étais très ingénieux, tu sais. OK. Fait que je me fais mettre dehors, mais là, ma mère trouve une autre bourse dans une autre école à Montréal. Je reviens à la maison. Puis en secondaire 4, je me retrouve à l'école publique. Puis là, tout le monde fume du weed, on dirait. Puis chez nous, pour tout ce qui manque, il y a toujours un gros ziploc de weed OK. dans le congélateur. OK. Fait que je me mets à aller dans le congélateur, puis je ramasse des cocottes, puis je les mets dans... Oups. Je les mets dans du papier d'aluminium. Puis là, je m'en vais à l'école, puis là, je dis « Hey, tu sais, je sais que tu fumes souvent, ça te tente. » Puis là, hey, je vends des cocottes grosses de même à 10$. Fait que le mot se passe rapidement. Fait que là, je fais plein de cash ma première semaine, puis à la fin de la première semaine, il y a un gars qui vient me voir, qui dit « Hey, si tu veux vendre, il faut que tu vendes pour moi. Ouais. » Puis je le vois pas comme une menace, je le vois pas comme de l'intimidation. C'est une opportunité. Hey, je me fais un chum! Puis c'est vraiment comme ça que je l'approche. Puis moi, puis ce gars-là, on est devenus proches. Puis de là, c'est accéléré, si tu veux, mon processus de vente de drogue, puis l'escalade, si tu veux, de la criminalité. Ça fait toujours capoter de dire, tu sais, où est-ce que moi je suis maintenant, j'ai 2 enfants. Puis de voir, tu sais, mon entourage devient de plus en plus avec des parents aussi. Puis je pense que, on va le dire comme ça, on est privilégié un petit peu, tu sais. Je viens pas d'un milieu défavorisé, tout ça. Fait comme je vais appeler mon système d'éducation envers mes enfants, je suis pas capable de percevoir, d'inculquer des valeurs qui sont autres. Que, tu sais, on dirait que tout ce que je fais, je pile sur des œufs pour être sûr de leur montrer les bonnes choses en tout temps. Fait comme, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est pas parce que tu es un parent, puis je dis pas que ta mère c'était pas une bonne mère ou whatever, mais comme que tu es un bon parent dans le sens où il y a des gens qui ont des enfants puis que c'est peut-être un accident, ou il y a des gens qui ont des problématiques, qui ont des choses où quand tu vieillis, en fait quand tu es jeune, on dirait que tu penses que les parents, c'est tous des saints. Je sais pas si moi quand j'étais jeune, je regardais les parents, ça avait l'air tous des gens responsables qui vont travailler, qui font des choses, puis nous on était les garnements ou les là d'avoir le revers de la situation. Je me rends compte que c'est pas ça du tout, qu'il y a beaucoup de parents qui vivent des problématiques puis qui, sans le vouloir, ou ils le voient plus, ils l'inculquent à leur enfant de la même façon. T'sais. Mais c'est ça. Je pense que le parent crée le statu quo. Fait que ça fait en sorte que ce que tu vois, ça semble normal. Ouais. Tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de faire la réflexion de une bonne nouvelle, ça n'a pas besoin de se célébrer par une brosse. Ouais. Une mauvaise nouvelle, ça n'a pas besoin de faire un deuil par une brosse. Mais c'est ce que j'observais. Fait on apprend ces choses-là, puis ces choses-là semblent normales. Ouais. La violence est à la maison. Ben, quand je sors, je réplique cette violence-là aussi, tu sais. Fait on est exactement comme tu disais, là, tu sais, le modèle, c'est drôle, je parlais avec ma femme ce matin, puis hier, j'ai eu une journée, j'étais un petit peu down, j'étais rough. Puis elle me réveille ce matin, puis elle me dit, tu sais, dis peu importe à quel point tu te sens down, ma femme est enceinte, tu sais, puis elle me dit, il y a un petit gars que tantôt, là, tu vas être son héros, tu sais. Ouais. Fait que si tu te sens pas super hot, là, inquiète-toi pas que pour lui, tu vas être hot. Ouais, tu sais. 100%. Je suis d'accord. C'est une belle perspective que tu amènes. Justement, toi, je pense que tu disais qu'à 17 ans, tu as perdu ta mère dans des circonstances assez difficiles. Tu veux-tu en parler un petit peu plus, savoir qu'est-ce qui s'est passé? Donner un petit peu de contexte. Fait que je vends du weed, puis ma mère le sait. OK. Ma mère consomme de mon weed. Elle vient me voir, puis elle dit, t'as-tu quelque chose pour moi à fumer? Je lui en donne. Puis à l'âge de 16 ans, juste avant d'avoir 17 ans, je transitionne à vendre du crack. J'ai une opportunité qui s'ouvre au centre-ville, puis c'est plus d'argent, puis encore là, il n'y a aucun questionnement qui se passe. Le résultat, c'est que j'en ai plus de weed. Puis ma mère, un matin, elle se réveille, puis elle m'en demande, puis j'en ai pas, puis là, elle pète une coche. Elle dit, quelle sorte de vendeur de drogue que t'es que t'en as jamais? Jusqu'à maintenant, je sais pas si elle était frustrée du fait que j'en aille pas, ou si elle se questionnait vraiment à ce qui se passait dans ma vie, tu sais. Puis je le dis de façon anodine, sans remettre en question, juste comme, ben, je vends du crack à cette heure. Puis là, elle explose. Puis ma mère elle avait une propension pour exploser, des situations dramatiques. Puis elle me met dehors de la maison.
Elle dit, si tu fais ça, ça passe pas, faut que tu t'en ailles. Fait que ça, pour elle, c'était too much. Oui. OK. En même temps, j'ai grandi avec ma mère qui me mettait dehors de la maison à répétition. Fait que pour moi, c'est pas surprenant. Puis là, je suis rendu à une place où financièrement, je supporte la maison. J'ai de l'argent dans mes poches. On est en 1999. J'ai 2 pagers puis un téléphone cellulaire. Fait que s'il y a du monde qui ont vécu cette époque-là, j'étais hot. Dans ma tête, là, j'étais... Fait que je pars. Puis je continue à faire ce que je fais. Puis je suis dans un hôtel. Puis je suis chez un de mes chums. Puis après un mois, mon chum va venir me rejoindre à l'hôtel. Il va me réveiller un matin. Puis il va me dire mes condoléances, ta mère est morte. Puis à ce moment-là, je sais qu'elle s'est suicidée. Okay. Toute ma jeunesse, elle a fait des tentatives. Toute ma jeunesse, elle parlait de ça. Il n'y a aucune partie de moi, quand j'entends cette phrase-là, qui dit « Ah, je me demande qu'est-ce qui est arrivé. » Puis ma réaction, c'est d'allumer une cigarette puis de dire « Elle est donc bien conne. » Puis dans ce moment-là, il y a quelque chose qui bascule, non seulement dans comment moi je suis, parce que je vis quelque chose de traumatique, mais dans la perception que mon ami, puis il est venu avec un de ses amis. Fait qu'il y a ces 2 gars-là qui me voient, puis qui vont raconter cette histoire-là à répétition. Tu aurais dû voir quand il a annoncé que sa mère était morte, il n'y a eu aucune réaction. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'étais déjà déconnecté de mes émotions, mais ça s'accélère. Puis là, j'ai comme découvert un filon que le monde, ils sont super impressionnés par ça. Fait que je deviens complètement froid. Il n'y a plus rien qui m'affecte. Manny, c'est une machine. Il ressent rien. Puis c'est comme ça que je vis. Ça devient problématique rapidement. Justement, je pense que c'est après ça que ça s'est accéléré. Puis là, je pense qu'on peut en parler. Donc, techniquement, tu as fait quelque chose que je pense que la majorité des gens ne penseraient pas faire dans leur vie. Est-ce que tu dirais que c'est pas longtemps après déjà ces événements-là, ou il y a quand même eu un temps où est-ce que là, tu grimpes dans cette hiérarchie-là de criminels, que, comme tu as dit, je pense qu'en partant, tu es vu de plus en plus comme quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui est froid. J'imagine que pour des criminels, that's cool, tu sais? Oui. Si tu veux en parler un peu, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, fait que mettons, là, j'ai 17 ans. J'ai la chance, mon parrain va m'accueillir chez lui. Fait que pendant 1 an, je découvre un autre mode de vie un petit peu. Lui, c'est un homme célibataire dans la quarantaine, mais qui choisit d'ouvrir sa porte à un jeune qui est perdu. Puis j'avais un désir de me replacer. OK. Mais il y a tellement de troubles émotionnels que c'est difficile. Puis à mes 18 ans, ma fête est en mai, fait qu'à mes 18 ans, c'est la fin de l'année scolaire, puis il me dit, tu sais, si tu restes sur le bon chemin, ça va bien se passer, sinon, là, t'es rendu à l'âge pour aller à Bordeaux. Ben oui. Puis l'école va finir, puis il va me dire, si tu restes à la maison, il faut que tu trouves un job, sinon, il faut que tu partes. Puis je réagis très mal aux ultimatums à cette époque-là, fait que je pars. Puis je retourne sur mon coin de rue, je retourne vendre du crack. Puis là, ça s'accélère. Là, j'ai plus d'ancrage. Tu sais, autant ma mère n'était pas tant présente, autant il n'y a plus rien, puis je suis investi à 100%. Tu avais un spot, tu sais, tu avais quand Oui. même, tu sais. Ben, il y avait toujours cette idée-là de si je me mets dans cette situation-là, qu'est-ce qu'elle va dire? Puis là, il n'y a plus personne dans ma vie pour faire ça. Fait que ça s'accélère. À 18 ans, moi-même, je vais aller dans un party puis je vais être poignardé. Fait que j'arrive à l'hôpital cliniquement mort. Fait que pas de pouls, pas de respiration, rien. Il me ramène à la vie. Fait que la violence, la mort devient très familière pour moi. On est à l'époque de la guerre des motards, si tu veux. Fait que les gens pensent que c'est hot aujourd'hui. Tu sais qu'il y a beaucoup de crimes parce qu'on en voit beaucoup, mais je pense que si on compare le taux de criminalité puis le taux d'homicide puis tout ça aujourd'hui, je pense que c'était le double à la fin des années 90, début des années 2000. J'ai des amis qui se font tuer, j'ai des amis qui tuent du monde, j'ai des amis qui ont des tentatives. Tout ça me semble très normal. J'écoute de la musique qui valide ça aussi. Je pense que ça, c'est un point qui est très important. C'est, tu sais, tantôt, tu décrivais tes élèves, tes enfants. S'ils écoutent de la musique puis que c'est pas leur réalité puis que c'est comme une fantaisie, je pense pas que c'est super positif, mais c'est pas super dommageable. Moi, c'est ma réalité, puis ça fait en sorte que je me bloque de toute autre réalité. Okay. Soudainement,
ben, j'ai de la musique qui confirme ma réalité. J'ai des films qui confirment. Fait que là, je suis complètement perdu. Ouais, Tu sais. parce que t'es là-dedans. Ce que t'écoutes puis ce que tu vois, pour toi, tu le vis. Là. Oui, ben c'est C'est ça. ça. Mes chums ont des guns, j'ai des guns. C'est, hey, comment ça, t'as pas de gun? Tu sais, il y a cette conversation-là. Achète-en donc un. Ah, ben oui. Pas besoin de se battre. T'as juste à le sortir. Beaucoup plus efficace. Puis ça va mener à où, à l'âge de 21 ans, je vais tuer un vendeur de drogue rival, mais qui, à l'époque, avait été un ami. OK. Tu sais, c'est extrêmement dramatique et tragique, le crime que j'ai posé, cette vie-là que j'ai enlevée. Conjointement à ça, il y a toutes ces personnes-là que j'ai impliquées dans le trafic de drogue. Parce que quand moi, je me suis mis à faire du cash, j'ai dit, hey, les boys, ça sert à rien d'être pauvre, là. Venez avec moi. Fait que là, j'ai impliqué tout le monde. Fait que, quand je te dis un gros groupe d'amis, là, tu sais, comme, ça va vite parce que premier degré, deuxième degré, genre, tu sais, comme, toi, t'es mon chum, là, toi, t'amènes tes chums. Ouais. Puis là, soudainement, on est 25, 30 gars, puis tout le monde perd la perception de c'est quoi une journée de travail, c'est quoi de gagner de l'argent, parce que tu te mets sur un coin de rue, en une soirée, tu fais 500$. Si on regarde l'inflation, 500$ aujourd'hui, c'est peut-être l'équivalent de 2000$, mettons, là, tu sais. Fait en plus des victimes à qui on vend cette drogue-là, puis qu'on détruit des familles, on détruit des vies, tu sais, il y a tellement de niveaux de toxicité qui sont impliqués là-dedans. Puis c'est ça culmine avec le meurtre que je commets, prémédité, réfléchi. Ce gars-là, il s'est mis à fournir un de mes vendeurs, cherche une solution permanente. Puis c'est vraiment un effort rationnel. C'est-à-dire, OK, bien, si je fais ça, est-ce que ça règle le problème? Si je fais ça, est-ce que ça règle le problème? Puis j'arrive au point où, mais si je le tue, ça règle le problème. Il n'y a plus de problème. Puis il y a zéro considération pour sa vie à lui, la vie de ses proches, ma vie à moi, la vie de mes proches. Je suis tellement imbu de moi-même ou convaincu de ma supériorité intellectuelle. Là, je me pense vraiment hot. Ils vont jamais me pogner. Ça entre jamais même dans ma réflexion. Puis surprise, après 3 mois, ils viennent m'arrêter avec une accusation de meurtre au premier degré. Ouais. Puis à ce moment-là, je suis encore convaincu que je vais être libéré. OK. Dans ma Tu y tête, crois pas encore? moi, je suis sûr qu'on va arriver au procès, ça va bien se passer, puis je vais être libéré. Parce qu'en suivant cette action-là, j'imagine qu'à ce moment-là, encore une fois, tu te souviens-tu ta mentalité un peu? Parce que là, on est tellement d'années plus tard, mais là, Ouais. y a-tu du remords, y a-tu des pensées, y a rien de ça? Rien. Rien. Le problème est réglé. Il y a de la pression. Il y a ça que j'avais pas envisagé. Puis je parle à quelqu'un qui est dans ce mode de vie-là, puis peut-être qui écoute ça ou qui voit ça, mais si tu es insensible à la vie des autres, sois au moins sensible à la pression qui s'en vient si tu fais un crime comme ça. Ouais. Parce que si tu tues quelqu'un, cette personne-là a des amis, là, tu te mets à penser, OK, ça va être quoi qu'eux, ils vont faire pour répliquer à ça? Il y a la police, il y a des enquêtes, ils débarquent chez vous. Tu sais, fait qu'il y a toute cette notion-là de pression qui est très lourde, très difficile, puis rapidement, tu deviens conscient de... Je me souviens d'avoir appelé mon avocat parce que j'ai commis le meurtre avec 2 autres gars. OK. Puis là, je parlais à mon avocat, puis mon avocat qui me dit s'il y a quelqu'un qui parle, c'est fini, mon chum. Puis là, soudainement, là, ta vie est entre les mains d'autres personnes. Fait que ça, c'est lourd. Mais te dire que j'avais une conscience de ce que j'ai fait, des regrets, des remords, j'étais incapable de percevoir rien qui n'avait pas rapport avec moi. Les autres étaient presque comme des figurants dans ma vie. Ouais. Très centrés sur moi. Fait que fast forward avec le procès, de ce que je comprends. T'es accusé, t'es reconnu coupable. Procès de 2 mois qui est super long. Reconnu coupable.
Puis même moi, quand je marche pour aller recevoir le verdict, je suis convaincu que je vais être acquitté. OK. Reconnu coupable, puis là, la réalité frappe. Je me réveille le lendemain matin, puis je suis en prison, puis là, je dis « OK, t'es ici pour toujours. » Parce qu'à ce moment-là, j'ai 23 ans, puis je suis sentencé à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. OK. Fait que, tu sais, même si t'as 23 ans, t'as pas tant la capacité de te projeter dans 25 ans. Là, j'ai vécu 23 ans, mais je me souviens peut-être de 17, 18 ans dans le meilleur des cas. Je sais pas c'est quoi, 25 ans, tu sais. Puis là, ça frappe, tu sais. Il n'y a pas de place pour abandonner, tu sais. Il n'y a pas de bouton pour dire « Hey, laissez-moi partir. » Fait que je me réfugie dans cet ego-là encore, puis je continue d'avancer. Je continue de persévérer un petit peu, tout en refusant de me remettre en question. Puis en gardant cette attitude-là un peu de fermeture, de manque de remords, de... J'ai toujours raison. Je suis bien hot. Tu sais, je reviens à ça, là, puis ça fait une couple de fois que je le dis, mais dans ma tête, c'est comme j'ai toutes les réponses. Tout le monde, c'est des caves. Regardez-moi bien aller, tu sais. Puis je suis incapable de remettre ça en question avant plusieurs années. Fait que j'ai passé... le système carcéral au Québec fonctionne ainsi. En attente de procès, tu es dans une prison provinciale. Quand tu es condamné à une sentence de plus de 2 ans, on t'envoie dans un pénitencier fédéral. Fait que je transfère. Je vais avoir la chance de commencer en médium. Fait qu'il y avait un projet pilote à cette époque-là. Je commence en médium. Puis là, j'arrive. Puis j'ai une opportunité de refaire la même chose que je faisais dehors. De vendre du crack aux mêmes clients que j'avais dehors. Tu sais, te dire à quel point, comme, il n'y a pas de prise de conscience. Non seulement chez moi, mais dans cet environnement-là en général. Fait que je me remets à faire la même chose. Je me fais pogner, on me transfère en sécurité maximum. Puis c'est pendant que je suis à Donnacona, au pénitencier à sécurité maximum, qu'on rejette mon appel. Fait que jusqu'à ce moment-là, on rejette mon appel en 2008. Fait qu'à ce moment-là, ça fait 5 ans que je suis incarcéré. Puis je suis encore accroché à l'idée que tantôt je vais sortir. C'est temporaire, en dur, tu sais. Ouais. Puis là, on rejette l'appel, puis je me souviendrai toujours de la scène. Je suis dans la douche. Puis les douches sont faites... Il y a comme un trou dans le mur au-dessus de ta tête, mettons. Mais c'est là que tu mets tes trucs. Fait que quand tu es dans la douche, il y a 20 gars dans ton unité de détention. Tu connais le porte-savon de tous les gars. Fait que quand tu es dans la douche, tu sais c'est qui est dans la douche à côté de toi. Fait qu'il y a un gars qui arrive, puis je sais c'est qui. Puis lui, il sait c'est qui vraisemblablement. Puis il dit « Manny, j'ai entendu dire qu'ils ont rejeté ton appel aujourd'hui. Tu t'en vas-tu en Cour suprême? » Puis je dis « Non. » Tu comment ça? Puis pour la première fois, après 5 ans, je vais le dire à voix haute parce que je l'ai tué. Jusqu'à ce moment-là, je ne l'ai jamais dit, je l'ai jamais confessé parce que ça impliquerait, écoute, j'avais vu les films, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'enregistre, que j'allais pas me faire pogner comme ça. Fait que là, pour la première fois, je fais face à la réalité. Pour la première fois, j'admets, je confesse ce que j'ai fait. Puis de là va s'amorcer un processus réhabilitationnel qui va prendre un petit peu de temps, mais qui commence, je te dirais, probablement là, quand je fais face à la réalité de ce que j'ai fait, de ce que j'ai causé un petit peu. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un de nos sponsors de ce merveilleux show qui est Shop Santé. Et aujourd'hui, on parle du produit du jour qui est les jouvences de mes amis de Nova Pharma. Vous savez que je suis un gars de canettes dans la vie. Et ceux-ci sont vraiment bonnes. Je ne ferai pas un fake, là, j'ai déjà goûté dans le passé. Ils sont vraiment bonnes. C'est leur nouveau pack variété ici qui a 4 différentes canettes à l'intérieur. Celui-là ici, c'est cerise citron. C'est comme limonade à la cerise, je ne vais pas dire n'importe quoi, là. Excellent. C'est du collagène dans le fond qui est pétillant. Sucré au sucralose, il y a 10 grammes de collagène à l'intérieur, de la vitamine C aussi, il y a de la biotine. Très, très bon. Bon pour vos cheveux et votre peau. C'est excellent au goût aussi, c'est le fun. Et les saveurs sont excellentes aussi. Fait que merci à Nova Pharma de faire ce magnifique produit. Merci à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. C'est ça que j'ai besoin de comprendre parce que j'ai été en prison pour des méfaits beaucoup plus petits. Puis j'étais justement au provincial, puis
ce qui m'a le plus fait capoter, c'était... Tu sais, moi, je viens d'une famille, ma mère était gardienne de prison, mon père était en foyer vrai? d'accueil. Fait que, tu sais, mon éducation n'aurait pas dû m'amener là. Fait que je pense pas que c'est en tout temps parce que tu as été élevé d'une façon que ta mère, tu sais, si ça fait que tu vas devenir un criminel. Comme moi, je pense pas que j'étais destiné à en devenir un. Puis on a des traits de caractère, on a des gens, des opportunités, tu sais. Moi, tout, j'étais très à l'argent étant jeune. Puis... Mais quand je suis rentré, ça a pris longtemps les procédures. Puis à ce moment-là, comme j'étais déjà dans ma tête réhabilité, j'étais déjà plus dans. Qu'est-ce que tu fais là, Sam? Ouais. Mais ce qui m'a fait capoter là-bas, c'est de voir les récidivistes. De voir les gens qui revenaient, puis qui revenaient, puis aucun remords, puis aucune conscience. Puis j'ai compris qu'il y en a que c'est... Je sais pas qu'est-ce que ça va leur prendre pour être réhabilité. Puis j'ai compris qu'il y en a d'autres qui sortent à chaque fois avec absolument rien. Ouais. Moi, je sortais avec ma femme qui m'attendait, avec une structure. Un Eux, ils support. sortent, oui. Eux, ils sortent dans la rue, pas de voiture, pas de logement, pas de job, pas d'adresse, pas rien. Puis là, j'étais comme... Je peux comprendre qu'ils retournent tout le temps à ça parce qu'ils n'ont aucun support pour revenir. Mais il y en a d'autres que j'étais comme... Pourquoi ça fait 6 fois que tu viens, tu sais? Puis j'étais pas au fédéral, fait que je sais pas c'est qui tue, puis qui... Fait que c'est ce qui m'intéresse surtout de savoir, toi, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir peut-être cette... Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le fait que ça a été, tu sais... Moi, j'ai été là quelques mois seulement, des gens sont là 2 ans moins un jour. Toi, t'es là pour 20 quelques années. C'est-tu le temps ou il y a autre chose qui a fait que toi, il n'était pas question que tu allais revenir une autre fois quand tu allais sortir plus tard ou que tu allais garder ce style de vie-là? Fait que je dirais, la première des choses, c'est cette conscience-là qu'il n'y en a pas de temps. Tu sais, tu dis temps, mais dans le cadre d'une sentence vie, ça n'existe pas. T'as plus de temps. Parce que les gens pensent après 25 ans, tu vas sortir. C'est pas vrai. OK? Tu sors quand tu démontres que tu es prête à sortir. Moi, j'ai fait du temps avec un gars, je suis pas au fait des dernières nouvelles, mais aux dernières nouvelles, le gars, il a été condamné en 1993, je pense, à vie 7. À l'époque, il y avait ça, là, fait qu'il aurait pu sortir en 2000. Moi, je suis sorti en 2021, puis il était encore en dedans. OK. Fait que cette éligibilité-là, moi, je me souviens, je faisais la blague, je disais, être éligible, c'est comme d'être éligible à gagner la loterie. Même si tu t'achètes un billet de loterie, dépense pas tout ton argent tout de suite parce que tu es éligible à gagner le gros lot. Mais au Canada, est-ce que je dis... Tu sais, quand on dit vie, c'est-tu le fameux 30 ans du Canada? Non, Ou c'est ça la peut être- vie. C'est une peine à perpétuité. Tu sais, fait que si on peut démystifier, Ouais. c'est littéralement une peine à perpétuité. Puis je te dirais, en moyenne, si on regarde l'éligibilité, fait que je te donne un breakdown rapide, là, mais tu reçois une sentence vie pour un meurtre. Il y a 2 types de meurtres. Meurtre premier degré, puis meurtre au 2e degré. Donc, un meurtre au 1er degré, c'est prémédité. 2e degré, c'est tu avais l'intention de tuer, mais tu ne l'avais pas planifié. Fait qu'on se chicane, là, je décide que je vais te tuer, mais ça arrive de même. OK. Dans le feu de l'action, l'émotion, si on veut. Le meurtre au 1er degré, c'est une sentence minimale de 25 ans. Le meurtre au 2e degré, aujourd'hui, est entre 10 et 25 ans. Fait qu'on, l'éligibilité, on va évaluer certains facteurs, puis on va en arriver à une décision au moment de rendre la sentence. Règle générale, les gens font plus que les années qu'ils ont à purger d'éligibilité. Mais il y a cette idée-là que, pour répondre à ta question, là, parce que je me suis éparpillé, mais si je change pas, je sortirai pas. OK. Moi, si on m'avait dit, Manny, tu as 25 ans à faire, j'aurais fait mon 25 ans, puis j'aurais attendu le jour que la porte aurait ouvert. Parce que, puis je l'ai découvert, puis j'ai découvert l'ampleur du travail à faire, mais il y a des choses à aller confronter, là. Si tu veux sortir de prison, il faut que tu démontres que tu as reconnu tes problématiques, puis que tu as travaillé sur tes facteurs de risque. En gros, c'est un petit peu ça. Puis c'est ça qui permet aux gens de dire, ben, toi qui es un tueur, un meurtrier, on va te faire confiance pour te laisser ressortir une 2e fois. Parce que je pense qu'il ne faut jamais minimiser, je vais utiliser ce mot-là sciemment, là, mais la grâce que c'est de donner une chance à un meurtrier de sortir. Je pense que rationnellement, on pourrait tous justifier de dire, ben, t'as fait ça, non. On ne prendra plus de chance. Reste là-bas, c'est sûr qu'on ne te laissera pas ressortir. T'es allé trop loin.
Fait que dans mon cas, c'est ça. Moi, c'est vraiment l'idée de dire que, OK, quand je fais face à la réalité que je suis incarcéré, si ça ne change pas, je sortirai jamais. Ouais. Parce que je le vois autour de moi. Je suis au maximum. Des gars qui purgent des sentences depuis des éternités, là, 40 ans de purger, puis consécutif, pas total. Là. Le gars, il est rentré, à ce moment-là, on est en 2010, mettons, il est rentré en 71. Puis là, il est encore là. C'est fou. Oui. Fait que là, je dis, OK, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je me souviens d'aller voir la psychologue. Première rencontre, elle me dit, est-ce que tu es conscient que ça va pas bien? Puis dans ma tête, je me disais, elle est complètement folle, cette madame. Ça va bien. Je suis en prison avec mes chums. Mes chums, c'est des meurtriers. Je suis un meurtrier. Bon, je suis dans une mauvaise passe, mais ça va se replacer, tu sais. Puis là, à la deuxième rencontre, là, je vais avoir une prise de conscience suite à la première rencontre. Je vais retourner dans mon unité de détention, puis les gars font comme une mini-émeute, puis peut-être que ça va pas bien. Fait que là, je la rencontre une deuxième fois, cette madame-là. Une psychologue, elle est toute petite, elle est comme 4 pieds 11. C'est vraiment... L'image est frappante. Puis là, je dis, OK, puis si effectivement j'embarque dans ce que tu me vends, là, qu'est-ce que ça représente? Puis elle dit, ben, on va t'évaluer, puis on va regarder c'est quoi les critères. T'sais, fait que là, je m'embarque dans un processus où on sort le DSM, là, qui est le truc pour la santé mentale. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente exactement, mais... Fait que là, on me dit, tu as un trait de personnalité antisociale puis un trait de personnalité narcissique. C'est ce qu'on m'a identifié. Ben OK, on va regarder les points pour évaluer. Puis là, on le fait ouvertement, franchement. Puis là, je dis, ah ben oui, ça, je le fais. Je savais même pas que c'était un problème. Bon, OK, on peut travailler sur ça. Ça, je le vois pas que je le fais. Elle me dit, moi, je le vois que tu le fais. Fait que, ah, OK, on va travailler là-dessus, mais ça va peut-être être plus difficile puis plus long. Fait que, il y a tout ce processus-là qui va s'accélérer. Je vais transférer en médium. Puis pour moi, c'est là où tout va changer parce que à travailler avec les psychologues, j'ai compris où j'étais brisé. J'ai remis en question ma relation avec ma mère. Pour moi, ma mère, c'était une sainte à ce moment-là. Elle avait tout fait, elle avait donné sa vie pour moi. Ouais. Puis j'étais incapable de percevoir qu'elle avait fait des choses qui n'étaient pas correctes. J'étais, j'allais dire mal à l'aise, mais c'est un euphémisme, là, tu sais, mais j'étais incapable de concevoir ou de nommer que j'étais une victime. Parce que j'étais tough. Ouais. C'est pas vrai que c'est moi la victime. Ben oui, j'ai été victime. J'ai été victime de négligence à l'enfance. J'ai été victime d'abus physiques. Tu sais, il y avait de la violence à la maison. Par la grâce de Dieu, j'ai jamais été victime d'abus sexuels. On avait quelqu'un sur notre podcast qui sort aujourd'hui, au moment où on tourne, mais qui lui a été victime de ça. Puis tu sais, ça laisse des marques incroyables. J'ai eu cette grâce-là où moi, ça ne m'est pas arrivé, mais fait que je parle avec les psychologues, puis je réalise toutes les brisures que j'ai, puis ils n'ont pas de solution. C'est juste continuer d'en parler, puis à un moment donné, ça va être moins sensible. Ouais. Puis par un concours de circonstances, je vais ouvrir un livre, je vais lire dans ce livre-là une citation qui va me bouleverser puis changer ma vie, qui est... c'est un livre de Hemingway qui s'appelle, en français, « Pour qui sonne le glas », donc la cloche à l'époque, tu sais. Puis l'idée, c'est, quand il faisait sonner la cloche à cette époque-là, c'est que quelqu'un était mort. Puis là, il y a cette citation-là où on parle de « Nul n'est une île entier en lui-même, on fait tous partie d'un tout », puis là, bon, ça continue plus long, mais il y a une phrase là-dedans qui dit « La mort de quiconque m'amoindrit, car je suis impliqué dans l'humanité, alors n'envoyez pas pour quelqu'un pour savoir pour qui sonne le glas, il sonne pour vous. » Il y a cette idée-là que quand quelqu'un meurt, c'est toi qui meurs aussi un petit peu, parce que tu fais partie de ce tout qui est l'humanité. Puis moi, c'est la première fois que je conçois que je fais partie de l'humanité. J'étais toujours en compétition, j'étais toujours en guerre, en conflit, mais je faisais jamais partie de l'humanité. J'ai jamais senti que l'humanité m'aimait particulièrement, puis je ne l'aimais pas non plus particulièrement. Puis là, j'ai besoin de parler de ça avec quelqu'un. La citation, je la lis en anglais. Okay. Fait que je cherche quelqu'un avec qui en parler, puis le staff est tout francophone, mais il y a les aumôniers. Les aumôniers, c'est comme le pasteur ou le prêtre de la prison, là, le représentant spirituel. Puis un relent de l'histoire québécoise, l'aumônier francophone est catholique, puis l'aumônier anglophone, il est protestant. Ou peut-être que c'est inverse. L'aumônier catholique est francophone, l'aumônier protestant est anglophone.
Puis je l'ai croisé, fait que j'ai envoyé une requête, j'ai dit, j'aimerais ça parler de ça. Puis il me reçoit dans son bureau, puis c'est un monsieur assez costaud, mais d'une paix incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. Pour moi, je suis à cette époque-là, je suis de l'école de le gars qui parle le plus fort, c'est lui le plus tough. Puis il est l'inverse de ça. Il est assis, puis il est calme, il est posé. Mais il n'y a rien en lui qui donne l'impression, je n'ai pas de meilleur mot en français, mais qui est soft. Tu sais, t'as pas l'impression que tu pourrais ambitionner ou quoi que ce soit. Fait qu'on se met à parler, puis on parle de cette citation-là, puis on parle de nos vies, puis je parle de ce qui me frustre, puis de ce qui va pas bien dans le pénitencier, puis de ce qu'ils font de mal, puis chaque fois que je parle de quelque chose, il me parle de « Ah, ben, ça me rappelle une histoire dans la Bible. » ou « Ah, j'ai vécu une situation similaire, puis j'ai prié. » Puis il arrête pas de me parler de son Dieu, puis j'en viens à être curieux à propos de son Dieu. Ça m'intrigue. Il y a quelque chose que j'ai pas, puis il arrête pas de dire que c'est Dieu. Puis j'aimerais ça avoir ce qu'il y a. Je me pose des questions. Puis il m'invite à la chapelle, puis chaque fois que je passe devant, il y a plein de bénévoles dans le corridor. Puis à ce moment-là, je suis très transactionnel dans mes interactions. OK. Fait qu'il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Je suis prêt à te suivre quelque part si je pense que tantôt ça va être payant. Mais si je comprends pas, si je suis pas capable de percevoir ce qu'il y en est, c'est sûr que j'embarque pas. Ouais. Puis les autres sont là, sont souriants. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi ils sont là. J'arrive pas à comprendre la game, tu sais. Si tu me dis, viens, on va aller se battre dans le cours, je sais qu'est-ce qui se passe. Bon, OK, on va faire ça. Mais rentrer à la chapelle, ça m'intimide. Puis finalement, il y a un gars qui va venir me voir puis qui arrête pas d'insister pour que j'aille à la chapelle avec lui parce qu'on se croise en sortant du bureau puis on a une pas pire relation. Puis j'arrête pas de dire, ben le dimanche, je regarde le football. C'est sûr que je n'irai pas à la chapelle. Puis là, il insiste. Puis je dis, ben, mais que la saison soit finie, j'irai, tu sais. En voulant dire, laisse-moi tranquille. Ouais. Mais il retontit à ma cellule le premier dimanche de janvier où il n'y a pas de football. Puis il dit, hey Manny, pas de football aujourd'hui, tu viens-tu à la chapelle? Je fais comme, je suis un gars de parole. Ouais, ça, c'est une valeur chez moi. Fait que, OK, je m'en vais à la chapelle avec lui. Je m'assis. Puis ce jour-là, moi, j'ai aucun référent. Là. Tout ce qui se passe pour moi est weird. Mais je connais l'aumônier. Mais c'est même pas lui qui parle, c'est un autre gars qui s'appelle Danny Lorenzen, puis qui va raconter une histoire, puis qui va prêcher un message que je me souviens pas du tout. Mais à la fin, il va faire quelque chose que les gens qui sont déjà allés à l'église, avec lesquels ils sont familiers, ou le monde qui regarde le podcast pour de vrai, on le fait à la fin de chaque épisode, mais il va dire si vous voulez recevoir Jésus avec la tête baissée, levez la main, pour que personne ne te regarde, qu'il n'y ait pas d'intimidation. Puis je veux lever la main. Mais je suis tellement pogné dans mon image de c'est sûr que je lève pas la main, pas moi. Que je lève pas la main. Puis il va dire ben si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas levé la main, allez parler à un bénévole. Puis je vais parler à un bénévole. Il va me dire ben est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Je dis non. Il dit est-ce que tu aimerais ça? Je dis ben oui, mais je suis pas prête. Puis il part à rire. Il rit de moi. Il dit qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Pour que Dieu, le créateur de l'univers, envoie son fils mourir pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un. C'est comme mon Joker, tu vas me laisser tranquille. Puis il rit encore un petit peu, puis il marche, mettons, une vingtaine de pieds. Il va chercher un Nouveau Testament des Gédéons. Il était jaune à l'époque. Puis là, il l'ouvre, puis il se met à me lire Acte 7, le meurtre d'Étienne. Là, le meurtre de ce gars-là. Puis là, il me lit le premier verset de Acte 8. Et Saul consentit à son meurtre. Puis là, il me dit, Saul, c'est Paul. Puis Dieu l'a utilisé pour écrire le 2/3 du Nouveau Testament. Puis lui aussi, c'est un meurtrier. Il me dit, le fait que tu aies tué quelqu'un, ça ne te disqualifie pas devant Dieu. Puis si tu as déjà été en vente, tu sais, quand il n'y a plus d'objection, ben, tu closes. Ben oui. Fait que j'ai prié avec lui. Okay. Puis je suis reparti dans ma cellule avec mon Nouveau Testament. Puis je me suis mis à le lire. Puis je me suis mis à découvrir, tu en parlais tantôt, comment tu éduques tes enfants. Mais je me suis mis à découvrir un nouveau schème de valeurs que je ne connaissais pas. Moi, je me souviens d'avoir lu dans Galates, puis on avait fait une étude biblique après, tu sais. Tu as le fruit de la chair, puis le fruit de l'esprit.
Puis le fruit de l'esprit, ben, c'est la patience, la joie, je ne les connais pas en français, la gentillesse, le contrôle de soi. Puis le fruit de la chair, ben, c'est la colère, la violence, les orgies, se saouler. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une alternative. Pour moi, là, je le dis à la blague, mais la Saint-Jean était il n'y a pas trop longtemps, mais si je m'étais saoulé, battu, puis que j'avais couché avec quelqu'un, puis j'avais couché avec 2 filles, c'était encore bien mieux. Écoute, j'appelais mes chums le lendemain, puis je disais, hey, quel soir. Tu comprends? C'était ça qui était valorisé. Je ne savais pas que le contrôle de soi, c'était beau. Je ne savais pas que la gentillesse, la patience, la joie, l'amour, c'était beau. Ça vient me confronter dans mes valeurs. Là, comment j'apprends à vivre ça, à l'appliquer dans ma vie, dans un pénitencier fédéral où les gars, ils n'ont pas tant de patience pour ça, puis tout le monde est pas mal dysfonctionnel, chacun à notre façon, parce que c'est pour ça qu'on est là. T'sais. Si tu étais fonctionnel, tu serais dehors. Exact. Fait que j'apprends. J'essaie de l'appliquer du mieux que je peux. Je prie. Je pleure des fois. La frustration, de la colère. J'ai un réflexe, j'ai un désir physique de réagir d'une certaine façon. Puis là, j'ai l'esprit qui me dit « Ben non, c'est pas ça que je t'appelle à faire. J'ai le goût, tu sais. » Fait que tranquillement. Tu sais, moi, j'ai pas eu une transformation radicale. Ça a été intellectuel d'abord. J'ai un moment dans ma cellule, un soir, où je reviens de la chapelle, puis j'écoute une chanson de Johnny Cash qui s'appelle « The Old Account », où il raconte poétiquement, je te dirais, ce que Jésus a fait pour nous, tu sais, mais il dit, il donne une super belle analogie, là, tu sais, mais il dit, il fut un temps où dans les livres du ciel, il y avait, dans le style des livres comptables, tu sais, il y avait un compte. Mon nom était en haut, puis il y avait tous mes péchés en bas. Puis je suis allé voir mon sauveur, puis il a payé le bill pour moi. Puis ce soir-là, je comprends que Dieu, c'est tout. Tout ce que j'ai fait. Tout. Tu sais, puis je dis toujours la même chose. Je dis, mais si tu fermes les yeux, là, c'est facile. Tu me regardes, puis tu dis, bon, il y a combien un meurtre, il a vendu de la drogue. Il y en a tellement de choses où, quand moi, je me ferme les yeux, je sais que j'ai pas été à la hauteur. Non seulement de ce à quoi moi je m'appelle, mais à ce qu'un Dieu parfait, pur, sans faute, omniscient, omniprésent, omnipotent m'appelle à être. Puis Dieu, c'est tout ça. Puis il m'aime. Il m'aime tellement qu'il envoie son fils mourir pour moi. J'ai pas besoin de faker, j'ai pas besoin de justifier, j'ai pas besoin de prétendre, j'ai juste à être moi. Puis ça, c'est assez. Ça, c'est révolutionnaire dans mon vie. Comme... faut que tu comprennes à ce moment-là que ça fait des années que j'ai des psychologues, des criminologues qui me disent « Emmanuel, il faut que tu vives tes émotions. » Puis pour moi, le référent des émotions, c'est ma mère. Ma mère était émotive. Okay. Puis ça l'a tuée à 37 ans. Ouais. Je ne veux pas vivre des émotions, je ne veux pas mourir à 37 ans. Puis ce soir-là, ça brise. Puis ça brise comme un barrage qui fend. Là, je me mets à brailler toutes les larmes de mon corps. Là. Je le dis comme ça, mais j'aurais pu me noyer dans ma cellule ce soir-là. Là. Tellement de la morve, dégueulasse. Je suis assis à terre, puis pour la première fois, je comprends que je suis aimé. Ça me transforme. Émotionnellement. T'sais. Intellectuellement, c'était là. Oui, Dieu m'aime. Puis quand ça descend dans mon cœur, là, puis ça me permet d'aimer les gens. Fait que on a commencé. Tu me posais, t'étais comment, puis j'étais très sensible. Ouais. Mais j'ai eu à me désensibiliser. Puis là, j'apprends à me resensibiliser. J'aime à dire que... on dit un loup, je sais pas comment on dit en français, wolf in sheep's clothing, tu sais, comme... un loup déguisé. Un loup déguisé en mouton, si tu veux. Moi, je suis l'inverse. Je
Je suis un petit mouton qui s'est déguisé en loup, puis qui s'est convaincu qu'il était un loup, puis qui a fait des choses de loup. Mais j'étais un petit mouton. J'aime ça, aimer le monde. Ouais. J'aime ça, pas me protéger. Puis ça commence ce jour-là. Puis à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai accepté le Seigneur, ça faisait 8 ans et demi, 9 ans presque que j'étais au pénitencier. J'aimerais ça dire, bam, j'ai compris, ils m'ont laissé sortir. Non. Non, ça a pris du temps. Ça a pris un autre 8 ans et demi. Un 8 ans et demi où je partage aux gens autour de moi. Je dis, hey, de la même façon, quand je dis à mes chums, t'as pas besoin d'être pauvre, viens avec moi. Hey, t'as pas besoin de souffrir. T'as pas besoin d'être en constante réaction. T'as pas besoin de te sentir inadéquat. T'as pas besoin de toujours avoir un vide, un mal-être intérieur. Il y a Jésus. Laisse-moi tranquille avec tes affaires, bro. Y a-tu une plus grande ouverture? Parce qu'encore une fois, tu sais, où est-ce qu'on est à cette heure? Puis bon, ça fait quand même des années, mais le monde roule tellement que de se poser, c'est tellement dur. Puis je sens que c'est le genre d'affaires comme ça. Moi, je suis un peu comme toi qui doit être très intellectuel avant de penser à plus que ça. Fait que on n'a tellement pas le temps de prendre le temps de penser à des choses comme ça. Est-ce qu'en prison, tu dirais qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit à tout ce qui est religion, Dieu et compagnie, en raison du temps? En raison du type d'individu? Y a-tu quelque chose que tu sentais qu'il y avait une ouverture ou au contraire, tu étais encore le outlier qui... Ah, chez mes chums, j'étais l'outlier. OK. Moi, puis tu sais, on avancera après, mais moi, à travers ces années-là, je me suis convaincu que c'était pas pour moi de parler de Jésus au monde, là. OK. Parce que chaque fois que j'en parlais, le monde n'était pas réceptif. Puis c'est comme... Tu sais, mettons, je viens de parler à toi de Jésus, ta vie va pas trop mal. Fait qu'est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ben, tu sais, si je suis en bonne santé puis que je te vends un médicament, ben... Non, je suis correct, tu sais. Mais quand tu es en train de mourir, hey, tu es en prison, tu fais une sentence vie comme... Ça va pas bien, là. Ouais. Non. Je sais ce que je fais, je suis en contrôle. Regarde-moi bien aller. Non, tu sais, tu te trompes, ben... Ils sont pas réceptifs. Fait qu'il y a comme cette idée-là de... Ben, gars, allez-vous comprendre à un moment donné? Puis non, ils comprennent pas. Fait que je vois pas de fruits dans ma vie. T'sais, pour moi, je pense que oui, c'est le temps qui m'a permis de faire ça. Puis c'est... Tu sais, dans ce temps-là, vient un silence. J'aime à dire, puis la Bible parle de ça, la petite voix inaudible, tu sais, mais c'est Dieu parle comme ça, il chuchote. Fait que si tu as du bruit un petit peu dans ta vie, là, tu l'entends pas, Dieu. Mais quand tu te retrouves dans une situation où il y a un vide, là, soudainement, il dit, hey, je t'aime. Hey, je suis avec toi. Je suis pour toi. Là, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Là, t'accroches. Fait que moi, je sais que c'est ça qui est arrivé dans ma vie. Il y a eu un vide, puis j'ai entendu, tu sais. Puis quand j'ai entendu, je me suis accroché. Je me suis accroché solide. Mais non, pendant les 8 années et demie qui ont suivi, rien. Puis tu sais, les gens ont vu la transformation. Tu sais, les gens l'observaient, là. C'était pas comme s'ils disaient, ah, je te crois pas, là. Les gens observaient, puis ils reconnaissaient. Mais ça demande... c'est difficile de renoncer à soi. Tu sais, c'est difficile de renoncer à ses plans, ses objectifs, puis de faire confiance à un Dieu que tu vois pas. Tu sais, c'est plus facile quand ça va bien mal que quand ça va pas trop mal. Ouais. Tu sais. Fait que moi, je vais avoir un autre miracle après ça parce que je vais avoir un deuxième procès en révision judiciaire. Okay. Qui est une procédure qui existe pour les gens qui sont condamnés à vie. Donc, après 15 ans, tu peux demander une révision de la date d'éligibilité. Puis c'est ce qui va se passer. Quand j'essayais de l'expliquer au monde, c'est tu vas voir papa pour demander si tu peux aller demander à maman de sortir. Fait que tu vas voir un jury pour demander la permission d'aller à la commission des libérations conditionnelles, demander la permission de sortir. Puis ce que tu fais, ben, c'est que tu expliques qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Puis moi, j'ai juste donné un témoignage de ce que Dieu avait fait dans ma vie. J'ai eu une prise de conscience, puis je suis venu à Dieu, puis il m'a transformé, puis mon comportement était exemplaire après ça. Fait que de trafiquant, consommateur, je fumais du weed encore en prison, je vendais de la... Toutes ces affaires-là se sont arrêtées très rapidement. Plus de rapport d'offense, plus de rapport d'observation au pénitencier. Il y a cette idée-là que si on a l'impression que tu fais quelque chose, on peut le noter quelque part, puis s'il y a assez de ces incidents-là,
il y a un impact sur la cote de sécurité Ouais. qu'on t'applique. Fait que le jury va m'accorder, après un procès d'une semaine qui a été très difficile émotionnellement. Tu sais, moi, je me souviens, tu sais, tantôt, je racontais que quand on m'a condamné, je marchais, puis j'étais convaincu que j'allais sortir. Ben, on est en 2005. 13 ans plus tard, mettons 14 ans plus tard, quand on m'a appelé puis qu'on m'a dit qu'il y avait un verdict, il y avait un changement radical. J'étais dans cette cellule là, d'attente, si tu veux, ce qu'on appelle un bullpen. Puis tu sais, j'ai prié, puis ma prière, c'était Seigneur, d'abord, fait qu'il me l'accorde, mais fait que je me souvienne à quel point je désire ça, que j'oublie jamais la position que j'ai aujourd'hui devant toi en te demandant ça. Que je devienne jamais fier ou que je le prenne pour acquis, mais que toujours je me réjouisse de cette grâce-là que tu m'as donnée. Puis finalement, ils m'ont laissé rentrer dans la cour. Puis le jury a annoncé qu'il m'accordait, dans le fond, la possibilité d'aller demander une libération conditionnelle. Donc, le processus s'enclenche. Ça prend quand même 2 ans avant que je sorte, 1 an et demi, mettons. Puis je sors le 19 août 2021, après presque 18 ans d'incarcération. OK. T'as quel âge à ce moment-là? 39 ans. 39 ans. Je suis rentré à 21 ans. Je suis rentré... on a fait un podcast récemment, mais je suis rentré avant que YouTube existe, que Facebook existe, que Instagram... Toutes ces choses-là n'existaient pas. Pour donner un référent, moi, je me souviens, je downloadais de la musique sur Casa. OK. T'étais avant LimeWire puis tout là. Fait que tu vois, j'ai jamais même entendu... Fait que tu sais, il y a une génération de technologie que j'ai jamais même vue ou entendu parler. Je sors, puis c'est Danny Lorenzen. Fait que là, j'ai comme escamoté cette partie-là, mais l'homme qui prêchait le jour où j'ai accepté Jésus est resté dans ma vie. OK. Pendant ces 8 années et demie-là. Il m'a amené, quand j'étais au minimum, tu peux sortir du pénitencier, il m'a amené à son église, Good News Chapel. Moi, j'ai vécu l'église pour la première fois, encore incarcéré le 2 décembre 2018. Je suis rentré, j'avais jamais vu ça. Là. Moi, à la chapelle, au pénitencier, t'as 5-6 bénévoles, 6-7 détenus peut-être. Ces 6 détenus, t'en as 2 qui sont venus voir, c'est peut-être une fille bénévole qui était cute. T'en as 2 qui sont là parce que leur mère est croyante, puis elle dit, ben là, si tu veux que je continue à t'envoyer des sous, là, va à la chapelle, tu sais. Prends-toi en main, fait qu'ils vont. T'as un gars peut-être qui est perdu, qui est pas là, il sait pas pourquoi il est là, mais bon, il est rentré. Puis t'as 1 ou 2 gars qui ont une démarche spirituelle sérieuse, puis qui cherchent à rencontrer le Seigneur, puis... Fait que c'est mon expérience pendant toutes ces années-là. Puis j'arrive là, ce 2 décembre 2018-là, presque 15 ans après mon arrestation, jour pour jour, là, à 1 semaine près. Puis je rentre dans cet édifice-là qui n'a pas toute l'air de ce que je pense qu'une église devrait avoir de l'air, avec de la musique qui sonne pas pantoute comme qu'est-ce que je pense que ça devrait sonner. Puis là, la présence de Dieu me touche, là, puis encore, je me mets à brailler, à morver partout. Les madames m'amènent des Kleenex. Il y a 450 personnes dans la salle, tu sais, les mains levées, en train d'adorer Dieu. Moi, je suis rentré là ce jour-là, puis je savais que c'était chez nous. Tu sais, pour toutes les choses qui avaient changé durant mon incarcération, puis toutes les choses qui avaient changé en moi, tu sais, c'est difficile de se positionner ou de se projeter dans un environnement qui a changé quand toi aussi tu as changé. C'est comme tu as 2 variables, fait que ça va avoir l'air de quoi, tu sais. J'avais une chose qui était là, une certitude, j'ai mon église. Fait que le jour où je suis libéré, le 19 août, c'est Danny Lorenzen qui vient me chercher. Ah ouais? Il vient me chercher. À ce moment-là, j'ai rencontré sa femme pendant les sorties où j'allais à l'église. On a bâti une belle relation, puis c'est des Italiens, typiquement italiens. La madame, t'as-tu encore... Mange encore un petit peu, tu sais. Super maternelle, super aimante. Puis ça répond à quelque chose que moi, j'ai jamais reçu. Quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Tu sais,
tu décrivais la petite famille. Puis moi, j'ai juste rêvé de ça quand j'étais petit. Maman qui fait à manger, papa qui est à la maison, qui revient à la maison du travail, un frère, un petit chien, puis une clôture blanche. Là, tu sais, c'était ça mon rêve. Puis j'avais rien qui ressemblait à ça. Puis rationnellement, je me suis dit, ben, je vais atteindre ce rêve-là en créant cette famille-là pour moi-même. Je vais trouver ma femme, je vais avoir des enfants, puis on va le vivre, tu sais. Puis Dieu a fait de moi un fils à la fin de la trentaine. Puis je vais sortir, puis je vais arriver à la maison de transition, puis je vais faire le même type de prière que j'ai faite avant de rentrer dans la salle de cours, qui est de dire, Seigneur, je suis ici, là. Fait que j'oublie jamais à quel point j'ai désiré ça, puis que je le prenne pour acquis. Que je me mette en péril, que je me mette à risque de retourner juste pour quelque chose qui est insignifiant. Puis tu sais, écoute, moi je me souviens là, d'être dans la chambre sur la rue Notre-Dame dans l'est de Montréal, puis je lève la tête après cette prière-là, puis il y a une grosse fenêtre, démesurément grosse pour l'édifice dans lequel je suis, comme tu sais. Puis tu vois la rue Notre-Dame à travers un arbre. L'image est... Puis je vois un autobus passer. Puis à ce moment-là, là, je te dis, les 18 années sont effacées. Complètement parties. Puis je pense que la réaction normale, ce serait de dire « Ah, génial! » Zéro. Pour moi, c'est super insécurisant parce que il y a 18 ans d'investi dans peu importe ce que ça c'est. Puis c'est parti. Puis rapidement, j'ai eu à faire ce deuil-là de dire, ben tu sais quoi, je vais pas m'investir dans ça. Je le laisse partir, puis c'est plus à moi. Okay. Puis je pense que c'est probablement ce qui m'a le plus aidé dans mes réhabilitations. Quand je regarde les autres gars, je suis en maison de transition, « Ouais, mais là, j'ai fait 15 ans, c'est pas vrai que... » Ben, arrête de t'accrocher à ça. Ouais. Arrête de t'accrocher à ton traumatisme, tu sais. Fait que, là, on n'en a pas parlé, mais j'ai toujours aimé le commerce. C'est ça qui m'a amené à faire du commerce jeune, même si j'étais mal orienté. En prison, j'ai fini mon secondaire, j'ai fait mon cégep. Je voulais aller à l'université, fait que j'ai fait tous les prérequis. J'ai appliqué à l'université avant même d'être recommandé, puis j'ai été admis à John Molson, Concordia, l'école de commerce. Fait que je sors le 19 août, puis je commence l'école le 6 septembre. Okay. J'ai jamais eu un smartphone. Ma tante m'amène, on est en 2021, un iPhone 6. Là, je découvre, là, je download les applications. Écoute, j'ai aucun référent. Je texte avec du monde, tu sais, sur un chat, que ce soit Messenger ou Instagram. Puis là, ben, ça fait 3 fois qu'on se texte. Ben, je pèse sur le téléphone. Tu sais, ou je pèse sur une vidéo, mais je le sais pas. Je connais pas les codes de comment ces choses-là fonctionnent. Mais rapidement, tu sais, bon, je les apprends. Puis là, pourquoi tu m'appelles de même? Ben, je sais pas, on se parlait dans ma tête. Non, ça se fait pas. Ah, OK. Tu sais, c'est... Mais Dieu me fait grâce, tu sais, puis je l'ai dit souvent, puis je le dis à la blague, mais en même temps, c'est très vrai, mais j'avais Jésus, puis j'avais Google. Tu sais, aujourd'hui, je dirais peut-être ChatGPT, tu sais, mais il n'y a pas de raison que tu ne saches pas comment fonctionner ou quoi faire. Ma première journée d'université, j'ai demandé la permission d'aller une demi-heure plus tôt pour me donner le temps de me préparer. Puis là, je suis arrivé bien trop de bonne heure, puis je ne savais pas quand rentrer. Google, à combien de temps avant mon cours est-ce que je devrais rentrer? Puis il m'a dit, arrive, je me souviens plus si c'était 15 ou 10, mais c'était 10 minutes en avance, puis assis-toi dans les 2 premières rangées. Je me suis assis dans les 2 premières rangées, puis je suis arrivé 10 ou 15 minutes d'avance, puis j'ai fait ça pour tous mes cours, tout le temps. Si j'avais des réponses, je les appliquais, puis tu sais, je suis passé de j'ai toutes les réponses à si t'en as une, je l'écoute, puis je vais l'appliquer, puis je vais faire ce que tu me suggères de faire. Puis à travers tout ça, il y a Dani puis Carmen, son épouse, qui viennent me chercher chaque dimanche, puis qui m'amènent à l'église. Puis après l'église, qui me ramènent chez eux. À cette époque-là, leur fille a vendu son condo puis s'achète une maison. Fait que là, elle est comme 6 mois entre les deux où elle a vendu le condo puis est à 6 mois de prendre possession de la maison. Fait qu'elle reste chez ses parents avec son mari, qui est pasteur à l'église, puis ses 2 enfants. Son fils a peut-être 2 ans et demi puis sa fille a 1 an, genre. Okay. Fait que chaque dimanche, quand je reviens, je suis exposé à une famille.
fonctionnel, normal. J'ai jamais vu ça de ma vie. Fait que je fais des apprentissages incroyables là-dedans, en étant exposé à ça, tu sais. Une anecdote que j'adore, c'est à un moment donné, le petit-fils de Danny, qui s'appelle Jack, il va aller jouer au parc. Fait qu'un dimanche, après avoir mangé, on marche. Fait que moi, Danny, Pasteur Oscar, le père de Jack, le beau-fils de Danny, puis Jack. Puis on s'en va au parc. Une journée d'automne, il fait beau. Puis on arrive au parc, puis Jack est tout excité d'aller au parc, tu sais. Il y a 2 ans et demi. Puis on arrive au parc, puis le parc, il y a une clôture autour de la section de jeux, tu sais. Puis là, Jack est bien triste. Mais c'est une petite clôture de construction, là. Je dis, mais tu sais, je peux la tasser, la clôture, là, puis il va être capable d'aller jouer, ça sert à rien qu'il soit triste, tu sais. Puis Danny, qui me regarde, puis qui me dit, on essaie de lui apprendre à obéir aux règles, pas à les briser, tu sais. Puis ce jour-là, j'ai appris la même leçon que le petit gars de 2 ans et demi. Tu sais? C'est excellent. J'étais dans la fin de trentaine, mais il y a des choses que je savais pas. Ben oui. Toi, tu l'as enlevé. Ben oui. Je suis capable de l'enlever, je vais aller jouer. Il n'y a pas de danger. Ou si même il y en a un, je suis prêt à... Non, il y a une clôture, respecte la règle, tu sais. Puis fait que j'ai fait des tonnes de ces apprentissages-là à la table à dîner. J'aime dire à la blague, il m'a traité comme un chien, Danny. Il m'a donné à manger, puis il a pris des marches avec moi. Tu sais? Mais si on prenait le temps de faire ça avec des gens, on dit le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Ouais. Mais si tu veux un meilleur ami, là, tu peux pas mal ramasser n'importe qui. Puis donne-y à manger, puis va prendre des marches avec. Il y a des jours où on parlait, puis il y a des jours où on parlait pas. Mais en ça, j'ai découvert un homme, une personne qui est devenue pour moi un père. C'est ça. C'est fou, ça. Ouais. Avant même que je sois sur le podcast, il y avait quelqu'un qui t'avait déjà nommé comme étant un prêtre. Toi, t'en es où aujourd'hui dans ce développement-là avec l'Église? Est-ce que tu es simplement, tu me dis si je me trompe, un pratiquant? Est-ce que c'est quoi un peu ta relation avec Dieu puis avec toi-même au centre de tout ça? On va en parler un petit peu aussi, le podcast et autres. Qu'est-ce que tu es au sein de l'Église, techniquement? Présentement, je suis stagiaire, je suis assistant au pasteur des jeunes adultes. Okay. Ici, Remnant Young Adults. Fait qu'on a un groupe de jeunes adultes à notre église. 19-30 ans. Fait que c'est un groupe de entre 120 et 150 personnes qui se réunissent les vendredis soirs. Okay. Fait que ça, c'est mon rôle officiel à l'église. Fait que là, rapidement, j'ai fait l'école de commerce première année. Puis après ma première année, j'ai senti l'appel de Dieu, puis je suis allé au collège biblique. Fait que j'ai laissé de côté, j'aime ça les nommer, là, mes 42 crédits que j'ai mis de côté. Que peut-être un jour, j'aimerais ça, juste finir le bac, là, on verra, mais pour aller au collège biblique, j'ai fini. Puis là, je suis en train de finir mon stage. Mon stage va se terminer en août. Fait qu'on verra quelles portes s'ouvriront après, puis quel rôle j'occuperai. Parce qu'est-ce qui peut être? Moi, je me sens appelé à être pasteur. Okay. Tu disais prêtre, très québécois comme approche. Ouais, c'est notre terme. Le référent catholique. Ouais. Il y a autre chose que l'Église catholique. Fait que c'est ça. La différence entre un prêtre et un pasteur, si tu veux, c'est que le prêtre est un intermédiaire, si on va dans la Bible, là, du point de vue biblique, le prêtre est un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Pourtant, puis là, je ne rentrerai pas dans une diatribe, mais Jésus est venu pour abolir ça. Puis il nous a rendu nous-mêmes. Toi, tu es un prêtre. Moi, je suis un prêtre. Je peux aller à Dieu dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on prie. Okay. Seigneur, tu lui dis ce que tu veux lui dire dans le nom de Jésus. Amen. C'est la structure basique. Tu veux prier une prière à la maison, c'est simple comme ça. Pasteur, il y a comme 5 offices qui sont nommés, qui est l'apôtre, qui est comme celui qui implante des églises, qui est le pasteur des pasteurs. Tu as l'évangéliste, celui qui va de l'avant et qui proclame la bonne nouvelle aux gens. Je pense que j'effectue ce travail-là, mais je ne me sens pas exclusivement appelé à ça. Puis si tu veux, je pourrais élaborer. Tu as le pasteur, l'enseignant. Il m'en manque un, c'est pas grave. Vous l'écrirez dans le chat. Mais le pasteur,
c'est celui qui s'occupe du troupeau. Celui qui guide le troupeau. OK. L'été passé, j'ai loué un local sur Sainte-Catherine avec l'aide de l'Église et de plein de gens. Puis on a prêché pendant 1 mois, 34 jours, 67 services. Fait que matin et soir, on était là, souvent très tard. C'était une action évangélique. C'était le travail d'un évangéliste, c'était de présenter ça à plein de monde. Il y a plus de 1000 personnes qui ont prié avec nous, qui ont accepté le Seigneur, 28 personnes baptisées. Fait qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Puis je suis parti en voyage de noces après. Puis pendant mon voyage de noces, je te dirais pas que c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé, mais une des choses à laquelle je pensais, c'était qu'est-ce qui se passe avec tout ce monde-là? Puis ça, pour moi, ça a été la confirmation de l'appel de pasteur. C'est que je suis pas juste satisfait d'entendre que tu as accepté Jésus, puis je suis capable de partir. J'ai un profond... Tu cares. Oui. J'ai OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta croissance? Qu'est-ce que tu vis? Pourquoi on devrait prier? Comment je peux... Tu sais, moi, Danny Lorenzen, il a été ça pour moi. Ouais. Puis j'aime... Chaque fois que j'ai une opportunité de faire ça pour quelqu'un, je la reçois puis je l'apprécie. Fait que c'est ça. C'est l'appel que j'ai sur ma vie. Fait que je sais pas comment Dieu va organiser les choses, ouvrir les portes. En attendant, je continue de prêcher la bonne nouvelle, d'en parler. Qu'on m'appelle puis qu'on m'invite dans une église ou quelque chose, j'y vais puis je vais le proclamer. Mais je crois à un réveil spirituel au Québec qui va être, je pense, très significatif. Puis j'espère jouer un rôle là-dedans qui pourra être positif pour les gens qui auront l'ouverture de recevoir Jésus. J'aime ça. Si on termine ensemble pour parler de ton podcast, justement, qui s'appelle Pour de vrai, vous êtes 2 à faire ce podcast-là, les 2 avec des parcours atypiques aussi. C'est quoi peut-être l'objectif derrière le podcast? Puis vous recevez aussi plusieurs différents types de personnes aussi comme invités. Tu dirais que c'est quoi un peu l'appel que tu as eu pour faire ce podcast-là? Puis qu'est-ce qui est réellement l'objectif derrière ça? L'appel, ça a commencé super de façon anodine. Là. Fait que JNT, qui a accepté Jésus, puis je faisais un petit peu le travail de pasteur avec lui. On faisait des études chez nous, fait qu'on s'est rapprochés, on est devenus proches. Puis il est retourné faire son ancien podcast l'automne dernier. Ouais. Moi, j'avais jamais vu ça. Je savais pas c'était quoi prendre un break. Puis là, je me suis mis à... Puis moi, je l'ai juste je connaissais pas Jay avant. Puis j'avais pas vu son ancien contenu. Puis là, je me suis mis à regarder les clips, puis je me suis dit, ce gars-là, je le connais pas. Je connais une autre personne. Puis là, je me suis dit, ça serait intéressant de regarder que lui regarde son ancien contenu, puis qu'il commente, puis à quoi tu pensais, qu'est-ce que tu vivais, puis de faire une conversation sur ça. Puis il a dit, ce serait une bonne idée. Fait que j'avais une cam, j'avais une ancienne agence de création de contenu. Fait que j'avais ma cam, il y avait sa cam, on a emprunté une autre cam. On est allé au restaurant de mon épouse, Taza Flores, je donne le shout-out si vous voulez y aller. Puis on a filmé ça en réaction. Nos premiers épisodes, on a un laptop, puis on réagit aux vidéos. Puis on a fait 1h45 de même. On était à 10 minutes de leur vidéo. Là, puis on dit, on devrait le refaire. Okay, la semaine prochaine, on y retourne. La semaine prochaine, on l'a fait. Puis là, la 3e semaine, on était en route. Puis là, on avait filmé 2 épisodes avant de sortir le premier. Puis là, on disait, ça nous prendra un titre. Puis on s'en venait dans l'auto. Puis on disait... Moi, j'avais comme idée Spotlight. Je trouvais que c'était de faire lumière sur le show, sur la vie, sur qu'est-ce qui se passe. Je trouvais ça vraiment nice. Lui, il était pas tant friand. Puis là, on débattait. Puis on back and forth. Puis... tout le long de notre conversation, on n'arrêtait pas de dire, pour de vrai, je pense qu'on devrait rester attentif à ça, puis pour de vrai, puis pour... Puis à un moment donné, j'ai dit, mais c'est ça le titre, pour de vrai. Ouais. Puis il a dit, j'aime ça. Fait que, notre 3e épisode, je pense qu'on le commence comme ça. On a trouvé le titre, ça s'appelle Pour de vrai, tu sais. Fait que c'est ça, pour de vrai. L'objectif, à la base, il n'y en avait pas. C'était d'avoir... Pour moi, l'objectif, c'était de présenter... Si tu vas à une église aujourd'hui, là, chaque chrétien va dire, t'aurais dû me voir avant Jésus. C'est un petit peu ce que je te fais aujourd'hui. Tu aurais dû me voir avant Jésus. Je te l'explique, mais tu peux essayer de le concevoir du mieux que tu peux. J'avais la grâce, je te dirais, de vivre à une époque où même des photos, il n'y en a pas tant que ça. T'sais. Aujourd'hui, tout est filmé. Mais lui, tout est filmé, sa vie. Tout le monde a vu la déchéance.
Puis là, il est capable d'en parler. Fait que Ouais. c'était ça l'idée à la base, de présenter ce que Jésus fait dans la vie de quelqu'un. Puis ça a évolué puis je pense qu'on se cherche encore. Je pense que Jay a un désir beaucoup plus fort que moi d'être très chrétien puis strong upfront. On est chrétien, on vous parle de Jésus, Jésus, Jésus. Moi, j'ai une approche plus évangélique, encore évangélistique, de dire, ben, je suis une personne puis j'aime Jésus. Je suis capable de te parler. Ouais. Tu veux parler de hockey? On peut parler de hockey. Tu veux parler de politique? On peut parler de politique. J'ai des points de vue qui sont guidés ou orientés par la Bible. Fait que ça se reflète dans ma conversation. Puis je pense que ça fait un travail intéressant chez les gens où on présente, où on brise le stéréotype de c'est quoi un chrétien. Je pense qu'on réussit à faire ça. Puis ça nous permet à chaque épisode, puis on le fait tout le temps, d'inviter les gens à prier avec nous. Puis qu'est-ce que... Je termine avec ça aujourd'hui. Tu l'as dit, mettons qu'en prison, les gens avaient une fermeture, tu t'es toi-même un petit peu fermé pendant un temps à essayer d'avoir de partager un petit peu ça avec les gens. Là, on est dans l'ère des réseaux sociaux, on est dans l'ère où est-ce que justement tout le monde met tout. Jay, qui était évidemment très connu, très, très polémique sur les réseaux. Comment est-ce que tu vis peut-être le refus, les insultes, la fermeture des gens? Comme ça va toujours me fasciner, les témoins de Jéhovah qui sont je vais faire la comparaison avec des salesmen de comme à quel point est-ce qu'ils sont bons avec le refus. Toi, comment est-ce que tu vis ça dans une ère où est-ce que là, c'est plus juste d'aller cogner à la porte, ou est-ce que c'est on met une vidéo, puis tout le monde le sait, puis peut-être même que tu peux en parler, voir si tu le sais, comment que Jill aussi vit avec ça. Parce que de passer, de faire un 360, les deux, vous avez fait des gros 360 de vos vies, puis là, aujourd'hui, de parler de choses qui sont encore un peu tabous. Ou est-ce que dans le temps, ça ne l'était pas, maintenant, ça l'est beaucoup. Là, tu dis que ça commence à se briser un peu. Mais c'est quoi peut-être la réaction des gens, puis votre réaction vis-à-vis, la réaction des fois négative des gens aussi? OK, dans l'ordre. Moi, Jésus a changé ma vie. Il m'a sauvé. Tu sais, je disais, les chrétiens, tu aurais dû me voir. Je sais pas où est-ce que je serais si c'était pas de Jésus. Souvent, tu vas entendre ça. Moi, je le sais, je serais où? K109, c'est le nom de la cellule où est-ce que je serais encore. Je suis convaincu de ça. Fait que j'essaie de le partager. Ça n'a pas rapport avec moi. Tu sais, Jésus, Dieu ne nous appelle pas à nous-mêmes sauver des gens. C'est juste de pointer. Puis moi, c'est ça que je fais. Puis si ça ne t'intéresse pas, c'est correct. Puis c'est correct à tellement de niveaux parce que peut-être que c'est pas un travail qui s'accomplit juste une fois. Peut-être que... je vais utiliser une analogie pour montrer l'humilité que ça prend pour venir à Dieu. Tu sais, on voit la prière à genoux. Il faut que tu plies. Ben, un arbre ne s'abat pas toujours d'un coup de hache. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, moi, ce que je souhaite d'abord et avant tout, c'est que les gens ouvrent leur cœur à une réalité spirituelle puis à un Dieu qui les aime. Je te dirais, si tu parles aux gens, 80% peut-être au Québec, là, spécifiquement, ne savent même pas ça. Dieu t'aime puis il y a un plan pour ta vie. Je dis toujours la même chose. Si tu sais qu'il t'aime, mais tu ne sais pas qu'il y a un plan, tu te dis « Ouais, mais qu'est-ce que ça me fait qu'il m'aime? » Puis si tu sais qu'il y a un plan, mais tu ne sais pas qu'il t'aime, là, tu as peur. Parce qu'un Dieu tout-puissant qui sait tout, tu te dis « Oh, ça ne doit pas aller, je vais être dans le trouble. C'est sûr qu'il va y avoir un problème. » Mais c'est un Dieu qui t'aime, qui est de ton bord, qui est pour toi. J'essaie de ne pas trop attaquer l'Église catholique, mais je le fais quand même. mais l'Église catholique a vendu un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé dans leur tradition, puis comment ils l'ont propagé, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible qu'ils présentent. Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire 72 affaires pour être accepté de Dieu. La Bible est claire. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses avec ta bouche que Jésus est ressuscité, tu es sauvé. Tu n'as pas besoin d'être baptisé. Tu n'as pas besoin de faire une première communion, tu n'as pas besoin de faire une confirmation, rien. Tu as juste besoin de reconnaître que Jésus est Dieu. Ça répond à cette question-là. Fait que c'est pour ça que je le fais, que je le dis, que je le partage. L'impact, la réaction, moi, je mérite toutes les réactions que les gens ont. C'est complètement compréhensible puis acceptable que les gens disent « Tu devrais être en prison, maudit crotté. »
Oui, je le sais. Je le remets même pas en question. Je sais où est-ce que je devrais être. Puis c'est pour ça que je dis merci à Dieu. Fait que comment je réagis à ça? C'est comme ça. Au niveau du podcast, je te dirais, on l'a vécu cette semaine. Sponsor qui est intéressé, qui veut nous supporter, qui aime la vision, qui en parle à ses partenaires. Puis les vues chrétiennes qui ne sont pas alignées avec les vues plus, j'ai utilisé woke, là, mais tu sais, d'un agenda plus libéral. Puis le fait qu'on les nomme. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Fait que je l'accepte. Tu sais, je pense que pour les résultats qu'on a avec notre podcast, on pourrait faire bien plus de cash si on choisissait de vendre des jouets sexuels ou de promouvoir de l'alcool ou du gambling. Ouais. On refuse de le faire. Puis on est à l'aise avec ça, puis on fait confiance que Dieu va pourvoir à nos besoins. Puis jusqu'à date, il le fait. Tu sais, fait que merci Seigneur pour ça. On mettra pas le segment là de. Non, c'est pas vrai. C'est ma publicitaire dildo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un segment où c'est présenté par Gambling. Mais c'est ça, tu sais. Jay, c'est un influenceur. Ouais. Puis on parle de sacrifice, là. Et lui, moi, je me souviens, on parlait, là, on faisait des épisodes, puis là, il revenait après un épisode, je n'ai perdu 6000 aujourd'hui des followers. Il en a perdu des followers. Mais c'est ça, c'est que tu es en paix avec une réalité, puis c'est d'arrêter d'essayer de plaire au monde, puis d'essayer de plaire à Dieu. Puis le monde change. Aujourd'hui, ça c'est bien hot, puis demain c'est inacceptable. On l'a vu avec le cancel culture, puis plein d'affaires, que des gens qui sont des héros qui demain sont des monstres. Ben Dieu, il est le même. Il ne change pas. Jésus dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais ». Il y a une sécurité là-dedans. Je pense que c'est à ça qu'on s'accroche. Ça répond très, très bien à la question. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était passionnant, c'est intense, c'est toute une histoire, mais je suis vraiment content de voir que tu as cette chance maintenant de pouvoir parler aux gens, puis de pouvoir rebondir de tout ça, puis de venir en parler aussi. Ça demande beaucoup de courage, puis je trouve que c'est ton honneur de faire ça aussi. Fait que merci beaucoup. Bon succès dans la suite, puis on se revoit très bientôt. Merci, Sam. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du podcast ordinaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Si vous avez des suggestions aussi d'invités que vous aimeriez qu'on reçoive, pour l'écrire dans les commentaires. On lit chacun de vos commentaires. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux aussi, TikTok, Instagram, YouTube. On est partout et sur ce, à la semaine prochaine. Bye guys.